C'est juste une petite vidéo rapide. Je suis à la plage d'Oka en ce moment, mais j'ai des gens qui me posent des questions encore sur les facilités de navigation sur la côte ouest américaine et sur la mer de Cortez, le Mexique, la côte ouest du Mexique. Fait que je vais juste faire un petit. Ça va être un recap rapide. Je vais essayer de répondre directement aux questions qui me sont posées. Puis en même temps, je vais étendre un petit peu là, sur d'autres sujets. Alors, la première question qui me sont posées, c'est quelles sont les cartes de navigation les plus adaptées? Écoutez, si vous avez des cartes de navigation préférées avec lesquelles vous êtes les plus habitués de fonctionner, je vous recommanderais de juste continuer à utiliser les cartes de navigation que vous avez. Moi, j'utilise Garmin depuis des années. J'ai quelques endroits, particulièrement dans la mer de Cortez, où est-ce que mes cartes Garmin sont clairement pas correctes, sont fausses, au sens où ça me montre le bateau à terre sur une île, puis je suis dans 25 ou 30 pieds d'eau. Donc, ça arrive. C'est des Garmin se défend en disant qu'ils utilisent les cartes de la marine mexicaine qui leur est fournie par les autorités mexicaines. Euh, Malheureusement, ces cartes-là sont fausses, alors Garmin les reproduit de façon fausse et ils se défendent de cette façon-là. J'ai vu des cartes iNavex et Navionics qui étaient, je pense que c'est iNavex qui étaient les plus accurate. Là. Je ne sais pas lequel des deux qui utilise les depth sounders des utilisateurs là, pour faire des updates sur leurs cartes, mais j'ai vu des cartes beaucoup plus précises que ce que Garmin en tout cas, qui correspondaient plus à la réalité que ce que Garmin nous fournissait. Maintenant, c'est quelques endroits qui sont très, très, très délimités, qui sont fausses. Fait que si vous utilisez du Garmin ou si vos cartes sont fausses, c'est facile de juste savoir que ces endroits-là sont faux, sont pas corrects et de naviguer en conséquence. Il faut se rappeler que toutes ces cartes-là, évidemment, sont des aides à la navigation. C'est pas une garantie là, de sécurité. Donc, faut les utiliser prudemment. Une autre question qui me posait, c'est au niveau des services de santé au Mexique. Euh, c'est un sujet qui est compliqué. Je ne prétends pas le maîtriser. Je peux juste partager mon expérience avec vous de ce que moi j'ai vécu au Mexique par rapport à mes besoins en soins de santé. J'ai quelques expériences qui me sont arrivées. À un moment donné, il y a eu quelqu'un qui s'est fait mal sur mon bateau. On a dû aller à l'hôpital de touristes à Puerto Vallarta. La personne était assurée. On est allé à l'hôpital, à l'époque, ça s'appelait San Javier. Là, ils ont changé le nom. Je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, le nouveau nom. C'est San Javier, c'est à Nuevo Vallarta comme tel. Un hôpital, écoutez, ça a été une expérience là, qui m'a fait ouvrir les yeux beaucoup parce que je veux dire, on est rentré là, la personne s'était coupé le pied sur un ancre là, dans le fond d'un bateau mexicain, une panga qu'on appelle. Ça l'a pris pas 20 secondes avant qu'il y ait une chaise roulante qui sorte de l'hôpital, qui vienne directement au taxi qu'on avait pris pour prendre la personne, pour nous amener dans une salle d'attente où est-ce que, dans le fond, on n'a pas attendu, on a parlé à une infirmière de triage pendant à peu près 15 secondes avant que le médecin sorte, puis nous amène dans une salle d'opération qui, à mes yeux, à côté, en tout cas, c'était on ne peut plus moderne, on ne peut plus propre, on ne peut plus professionnel. Le médecin parlait en anglais, on s'est tout le temps senti extrêmement en confiance. Désinfecter la plaie, 14 points de suture plus tard, ça a coûté 550$ aux assurances de la personne. Donc, ça, c'est dans une facilité qui est de niveau américain ou niveau canadien, là, si on veut le regarder comme ça. Puis ça a coûté 550$ pour un traitement qui était supérieur, parce que c'est un hôpital privé, là, donc c'est supérieur à ce qu'on peut obtenir au Québec, là, à mon point de vue. En termes de, il n'y a eu aucune attente, tout ça était extrêmement professionnel. Fait que ça, c'est le niveau 1, si vous voulez. Donc, si vous faites affaire avec les hôpitaux privés au Mexique, vous allez avoir un service puis une qualité de service égale à ce qui existe au Canada puis aux États-Unis. Et ça va coûter quand même beaucoup moins cher que si vous faisiez ces services-là au privé aux États-Unis, par exemple. Euh, Maintenant, moi, suite à. Il y a eu plusieurs événements là, de gens qui sont partis en bateau puis qui ont eu des problèmes médicaux à l'étranger puis qui n'avaient malheureusement pas d'assurance. Donc, moi, j'ai fait le choix d'avoir une assurance privée. Donc, parce que je suis tout le temps à l'extérieur du Québec, je ne suis pas couvert par la RAMQ. Donc, j'ai une assurance privée qui me coûte environ 1800$ américains par année. Donc, je paye ça. J'ai un déductible de 5000$ là-dessus, une couverture de 1,5 million annuel si jamais je devais avoir une maladie catastrophique. Donc, c'est ça, je suis couvert en cas de maladie grave, problème de cœur, accident de voiture, des choses qui coûteraient très cher à traiter. Ben, ça me coûterait 5 000$ de déductible, puis je serais traité au privé dans un hôpital là,
égal en qualité, à mon point de vue, avec tout ce qui existe aux États-Unis. Donc, moi, c'est la façon dont je gère mon côté médical. Évidemment, ça ne prend pas en compte les petits bobos, les check-ups annuels où tu veux faire une prise de sang pour savoir si tout va bien ou à un moment donné, tu as une grippe, tu as un rhume. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mexique, toutes les pharmacies vont vous donner à peu près n'importe quel médicament que vous voulez sans prescription. C'est assez impressionnant. Tu veux du Cipro, qui est un- un- non, je ne suis pas spécialiste en trucs médicaux, mais je donne l'exemple du Cipro, qui est un, un antibiotique à large spectre que les docteurs ici hésitent à prescrire pour essayer de prévenir les résistances puis l'utilité de ces antibiotiques-là. Au Mexique, tu vas dans une pharmacie, n'importe laquelle, sur le bord de la rue, puis tu vas te faire prescrire ton médicament. Maintenant, si tu veux une analyse sanguine pour une raison ou pour une autre, tu rentres dans un bureau de médecin, ça coûte 300 pesos, qui est l'équivalent d'à peu près 15 pour la consultation. Ça, c'est dans un médecin haut de gamme, là, parce qu'il y a des consultations aussi à 35 pesos. Fait qu'il y a plusieurs niveaux, en tout cas, ce que je peux observer de l'extérieur. Je ne peux pas expliquer la politique derrière ça, mais je peux juste dire par observation, il y a plusieurs niveaux de services disponibles. Donc, je suis allé c'était à Aix-Tapa l'été passé, je voulais faire des prises de sang. Je suis allé voir un médecin qui m'a prescrit ces prises de sang-là pour 300 pesos. Je suis allé dans un laboratoire ensuite qui m'a coûté 1000 pesos, ce qui est l'équivalent d'environ 50 américains. Puis j'ai eu mes résultats l'après-midi même. Puis tout ça, c'est fait sans rendez-vous. Donc, écoutez, je suis un fier Québécois, j'adore la carte soleil, je suis content que le Québec ait un système de santé public gratuit, accessible à tout le monde. Mais je vais vous dire que l'accessibilité des soins de santé au Mexique et le coût de ce que ça coûte pour la qualité de soins qu'on a et le côté immédiat. Tu as un problème, il est réglé immédiatement. C'est comme t'attends jamais. C'est vraiment, ça remet en question bien des affaires. C'est surprenant. Je vous cacherai pas, je cache pas ça à personne, là, je suis ébloui par le Mexique à plusieurs niveaux. Je m'attendais pas à aimer ce pays-là autant quand je suis arrivé. Puis, en tout cas, je vous souhaite de vivre la même chose. C'est vraiment un peuple accueillant. Puis, le côté de service de soins de santé fait ça. En tout cas, pour quelqu'un c'est sûr que je suis privilégié d'avoir les moyens de payer ça. C'est peut-être pas le cas pour la moyenne des Mexicains. C'est triste un peu parce que étant un système privé, c'est pas accessible nécessairement à tout le monde au Mexique. Fait que ça, c'est les deux réponses. L'autre chose, je vais vous mentionner en gros comment toute la côte ouest du Mexique est reliée avec la côte ouest californienne, surtout quand on arrive du nord. Donc, si j'ai des gens qui sont allés, mettons, à Hawaï, Alaska, ou qui ont acheté leur bateau en Colombie-Britannique ou sur la côte ouest américaine, euh, faut comprendre que la porte d'entrée de tout ce qui est Baja California puis West Coast Mexico, c'est San Diego. C'est la région de San Diego qui est clé là-dedans. Parce que San Diego a un harbor avec des milliers et des milliers de bateaux à voile. C'est vraiment un centre d'expertise mondial pour tout ce qui est bateau à voile. Il y a des tonnes de bateaux à vendre pas cher là-bas. Il y a des tonnes de pièces usagées aussi à vendre pas cher. Puis il y a aussi des pièces neuves de qualité première avec des prix, les meilleurs prix disponibles là, aux États-Unis. Il y a aussi des tonnes de professionnels de bateaux qui sont là, qui peuvent vous aider puis vous conseiller sur comment monter votre bateau, comment utiliser les choses. Évidemment, quand on tombe dans les services professionnels, ça coûte très cher. La façon de faire qui est optimale, selon moi, c'est d'aller à San Diego, d'acheter les pièces que vous avez besoin pour votre bateau. Et ensuite de ça, vous prenez un petit voyage d'environ 75 000 au sud, dans la petite ville de Ensenada, qui est au sud de Tijuana, le long de la frontière américaine. Et il y a là-bas une boatyard qui s'appelle Baja Naval. Baja Naval sont des top-notch professionnels de bateaux. Ils font de l'entretien sur des super yachts, mais ils s'occupent aussi de bateaux de 40 pieds, un peu comme le mien. Et c'est des gens extrêmement gentils. J'ai eu affaire avec eux. J'ai eu affaire avec eux 3 fois à date. Et à chaque fois, je leur explique ce que je veux faire avec le bateau. Je leur explique c'est quoi mon budget. Ils me donnent un estimé, une soumission en budget et une soumission en temps. Et à chaque fois, ils ont rencontré et le budget et le temps. Et à chaque fois, j'ai 100% confiance dans leur service. Je ne les laisse pas travailler sur mon bateau tout seul. Ceux qui me connaissent, là, vous savez à quel point pour moi ce bateau-là est important. C'est ma maison. Je traverse les océans avec. Donc, c'est important pour moi d'avoir un travail de première qualité. Donc, je veux absolument superviser ça. Ils sont
contents de me laisser être dans leur boatyard puis regarder leurs ouvriers travailler. Comme ça, s'il y a quelque chose qui est fait pas à mon goût, ben, je le vois tout de suite puis je suis capable de corriger le problème. Pour moi, c'est une solution hyper cool. C'est sûr qu'il y a des gens qui préféraient peut-être faire tout le travail eux-mêmes, mais il faut considérer aussi le temps que vous passez dans la boatyard. Voyez, Ensenada me facture un technicien professionnel qui fait un job de qualité exceptionnelle à 25$ US. Fait que pour moi, ça devient quelque chose de. Tu sais, je réfléchis pas vraiment. Là. Je paye ce qu'il me demande de payer. Puis le bateau, il est à terre pendant une semaine et demie. Puis il est remis à l'eau immédiatement. Puis il est en bon état. Donc, ça, c'est la dynamique San Diego, Ensenada. Donc, tu vas à San Diego. À San Diego, il y a moyen de rester là pour pas cher dans le A9 Anchorage en face de la station de Coast Guard. Donc, il faut aller au poste de police. Là. Il y a un quai de police qui est là. Ils vont inspecter votre bateau, c'est gratuit. Puis ensuite de ça, ils vous donnent un permis. Si le bateau est de l'extérieur de la région de San Diego, ils vous donnent un permis de 3 mois pour rester à San Diego en face de la station de Coast Guard tout à fait gratuitement. Il y a un paquet de dinghy dock autour que vous pouvez aller faire l'épicerie, aller acheter vos trucs. Donc, c'est la façon économique d'être à San Diego, de commander vos pièces dans les différents fournisseurs qui sont là. Ensuite de ça, vous prenez vos pièces de San Diego, vous allez à Ensenada, puis vous faites installer tout ça par les professionnels d'Ensenada. C'est une bonne façon de bien préparer le bateau pour la mer de Cortez puis la côte ouest du Mexique. Donc, un coup que le bateau est prêt, on descend vers le sud. Ils appellent ça le Baja Haha qui se fait au mois de novembre. C'est la saison idéale pour le faire parce que c'est là où il n'y a pas de tempête. Grosso modo, vous avez le vent dans le dos pendant 700 000 le long de la côte. Là, vous pouvez choisir d'arrêter ou de ne pas arrêter le long de la côte, dépendamment du voyage que vous voulez faire. Je l'ai fait de les deux façons en arrêtant le long de la côte. Il y a des places comme Bahia Tortuga qui est un stop ou Cedros Island. Il y a Bahia Concepcion, il y a Bahia Magdalena aussi. Tous ces endroits-là sont super beaux le long de la côte de Basse-Californie. Puis ensuite, ça vous amène à Cabo San Lucas, qui est l'espèce de party town mexicain là, pour les gens riches de Los Angeles. C'est en tant que croisiériste, en tant que cruiser, c'est peut-être pas la place où vous voulez être le plus longtemps. Mais là, on fait notre épicerie à Cabo, on va remettre du fuel dans le bateau, puis ensuite de ça, on peut s'en aller vers La Paz, la mer de Cortez. Ou ce qui est plus optimal, selon moi, si vous êtes, par exemple, au mois de novembre, c'est de se diriger immédiatement vers Puerto Vallarta. Donc, Puerto Vallarta est une traversée de 350 000 nautiques de Cabo San Lucas vers Puerto Vallarta. Encore une fois, on descend le vent tout le temps. Pourquoi aller vers Puerto Vallarta? C'est que la mer de Cortez, au mois de janvier-février, c'est frais. Pas froid, frais. Frais, on met un coupe-vent, on met un kangourou. L'eau est. Ça prend un wetsuit pour aller dans l'eau. C'est pas idéal d'aller dans l'eau sans combinaison isothermique. Donc, Puerto Vallarta est plus attirante pour ça au mois de janvier, février. Et il y a le bénéfice que la baie de Banderas a des baleines à bosse aussi pendant ce temps-là. Donc, vous êtes à l'ancre, par exemple, à la cruise de Juanacaxtel. Puis il y a moyen de prendre le dinghy puis aller voir les baleines, ou on prend le bateau, on va voir les baleines. Dans ce coin-là, il y a toutes sortes d'attractions. C'est un spot ultra touristique. Il y a des plages de surf un peu partout. Sinon, il y a Yella Pass, l'autre côté de la baie de Banderas, Nuevo Vallarta, Old Vallarta. Tous ces endroits-là sont super beaux. En descendant la côte, en plus, après ça, plus vers le sud, c'est quoi les noms? Pérou-la Baie, qui est à voir. C'est super beau. L'eau est super belle là-bas. Ensuite, on s'en va vers Barra Navidad. Ensuite, vous êtes à Manzanillo. Manzanillo, ensuite, c'est Extapos Zihuatanejo, qui est une de mes villes préférées, un super ancrage, une belle grande baie protégée, avec une petite ville là, super qui est le fun, là, une vieille ville, pas un nouveau développement touristique, c'est une vieille ville mexicaine de pêcheurs avec un marché de fermiers à côté. Il y a moyen de passer du super bon temps là-bas. Quand arrive le mois de fin février, début mars, c'est le temps de recommencer à monter vers la mer de Cortez. Puis là, ben, il y a tout l'aspect là, de. On peut passer de La Paz vers Loreto. Et c'est là, que vous voyez sur mon Facebook là, les photos de drones que je prends. C'est des paysages absolument fantastiques de montagnes, de mer, de désert. C'est des beaux ancrages. Il y a tout le temps 15 à 20 pieds d'eau sur le sable. Donc, il n'y a jamais de problème d'ancrage là. Les ancres chassent jamais. C'est vraiment paradisiaque de ce côté-là. Quand la saison est finie, il y a moyen d'aller soit de l'autre côté, sur le côté continent. Donc, on sort, Loreto est sur le côté péninsule.
On traverse la mer de Cortés pour aller vers le côté continent. Puis là, il y a la région de Guaymas, San Carlos, ou plus au nord, Puerto Peñasco. Mon 40 pieds est entreposé là-bas en ce moment. C'est à l'abri des ouragans. C'est des boatyards hyper sécurisés avec des gardes de sécurité, des systèmes de caméras en circuit fermé, etc., etc. Puis pour mon 40 pieds, il me charge 159 par mois. Et là aussi, il y a tout un réseau de techniciens marins là, ultra compétents qui font du bon travail à peu de frais. Donc, c'est une bonne façon là, d'aller passer l'été. En gros, c'est la dynamique là, de la côte ouest mexicaine. Marcus, si tu as d'autres questions, envoie-moi-les, ça va me faire plaisir de te répondre. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions aussi, juste me le laisser savoir.